J'ai accidentellement entendu mes parents décider de tout laisser à mon frère. C'était avant que maman ne me texte, n'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. J'ai fixé l'écran, posé ma tasse de thé et tapé 2 mots, bien reçu. La maison était silencieuse, mais ma tête sonnait comme une alarme incendie. Si vous avez déjà été effacé par votre propre famille, vous savez que le silence peut être la chose la plus bruyante dans la pièce. Le matin, mon téléphone allait exploser d'appels manqués et de supplications. Mais la veille au soir, c'est là que j'ai choisi la paix plutôt que la permission. Continuez à regarder. Quand les gens me demandent à quoi ressemblait ma famille, je souris habituellement et dis « normal » parce que, de l'extérieur, nous l'étions. Papa possédait 5 restaurants à travers Paris, les saveurs de la famille Martin peints en grandes lettres dorées sur chaque enseigne. Maman s'occupait des comptes. Cédric s'occupait du charme. Et moi, eh bien, je m'occupais d'être invisible. Nos cartes de Noël étaient parfaites. Chandails assortis, faux rires, les perles de maman attrapant les lumières du sapin. Ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait quand l'appareil photo s'éteignait, le silence. La hiérarchie, les petits rappels que je n'étais pas l'élu. Papa disait toujours, Cédric a les affaires dans le sang. Toi, tu as l'art. Il disait art comme si c'était un virus. Quand j'avais 14 ans, Cédric a eu un tout nouveau vélo de montagne. J'en ai eu un d'un vide-grenier, peint en bleu pour qu'il corresponde au sien. À 17 ans, il a eu un accident de voiture en textant. Papa lui en a acheté un autre en 1 semaine. Quand j'ai eu une amende de stationnement, j'ai perdu mes privilèges de voiture pendant 1 mois. On penserait que je cesserais de m'en soucier, mais ce n'était pas le cas. Je continuais d'essayer. Quand j'ai été acceptée à l'école de design à Bordeaux, je suis rentrée à la maison en agitant la lettre d'acceptation comme si c'était de l'oxygène. Papa l'a à peine regardé. Si tu t'éloignes des restaurants, a-t-il dit, tu t'éloignes de cette famille. Maman restait là, les lèvres pincées, acquiesçant derrière lui. Cédric a souri d'un air suffisant comme s'il venait de gagner quelque chose. Peut-être que oui. Alors je suis partie. Serveuse la nuit, je donnais des cours aux étudiants en design le jour, je vivais de nouilles instantanées et de caféine. J'envoyais des cartes postales à la maison chaque semestre. Personne ne m'a jamais répondu, mais j'y suis arrivée. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, suis revenue à Paris, j'ai commencé petit, appartement, bureau, restaurant. Assez drôle, le genre d'endroit de papa. À 33 ans, j'avais des clients qui faisaient plus confiance à mon goût que mes propres parents. Et pourtant, quand maman est tombée malade, je suis venue. Les traitements étaient brutaux. Chimiothérapie, radiothérapie, spécialiste à Lyon. L'assurance couvrait à peine les frais. Je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai juste payé. Les factures, les vols, les hôtels. Quand elle est entrée en rémission, elle m'a envoyé un message, « Merci pour tout, ma chérie. » C'était tout. Pas d'appel, pas de câlin, juste ce message. Quelques années plus tard, Cédric a appelé avec sa grande idée, un food truck. 6 mois plus tard, il s'est effondré plus fort que sa première voiture. Je lui ai envoyé 25 000 € pour le sortir de la faillite, puis 15 000 de plus pour aider les restaurants de papa quand l'équipement est tombé en panne. Il se vantait de restructurer l'entreprise. Il n'a jamais mentionné mon argent 1 seule fois. C'est étrange, la façon dont l'amour vous fait continuer à faire des chèques bien après que les comptes soient à découvert. Je me répétais que j'aidais la famille, que peut-être cette fois il me verrait enfin. Mais la famille n'est pas construite sur des transactions. Elle est construite sur le respect. Et dans notre maison, ce mot n'existait pas pour moi. Alors, quand papa a appelé pour un autre dîner de famille pour discuter affaires, j'ai dit oui. Je pensais que peut-être enfin il me demanderait des idées, pas de l'argent. Au lieu de cela, ce dîner est devenu la nuit où j'ai réalisé la vérité. Et plus tard, debout dans ces escaliers, entendant mon père dire « Tout va à Cédric ». J'ai compris quelque chose que j'avais ignoré toute ma vie. Je n'ai jamais fait partie de l'héritage. J'étais juste le financement. Je n'étais pas censé être à la maison ce soir-là.
Le plan était de prendre à emporter, de me coucher tôt et d'oublier le dîner de famille gênant de la semaine précédente, celui où papa avait demandé 50 000 € comme s'il commandait un dessert. Mais quand j'ai réalisé que j'avais laissé mon ancien portfolio de design dans leur grenier, des croquis de l'université dont j'avais besoin pour une présentation, j'y suis allée en voiture. Il était près de 19 heures. La maison brillait chaleureusement derrière les rideaux, le genre de lumière qui signifiait autrefois la sécurité. Quand je suis entrée, l'odeur du pot-au-feu de maman m'a frappée en premier. Pendant une seconde, cela a presque semblé normal à nouveau. J'ai posé mes clés doucement, prête à appeler. Mais j'ai entendu mon nom, la voix de papa, basse, ferme. Cédric est le seul qui se soucie vraiment de cette famille. C'est l'avenir. Elle vit juste sa vie. Le rire de Cédric a suivi, facile et suffisant. Alors il a acquiescé. Alors tout me revient. La réponse de papa m'a transpercé comme du verre. Tout. La maison, les restaurants, les comptes. Elle a déjà assez eu de nous. Maman a hésité. Sa fourchette a teinté contre son assiette. Elle a payé mon traitement, Steven. Le ton de papa s'est durci. C'était son choix. On ne récompense pas quelqu'un pour avoir fait ce qu'il aurait dû faire par amour. Et puis Cédric a rigolé à nouveau. Je suppose que c'est officiel. Je suis l'héritier. J'ai figé en bas des escaliers, mon cœur battant si fort qu'il a étouffé leur voix. Ils réécrivaient l'histoire. Des années de sacrifices transformées en bruit de fond. Je voulais intervenir, crier que je ne demandais pas un héritage, juste de la décence. Mais je ne pouvais pas bouger. Ce qui m'a brisé, ce n'étaient pas les mots de papa. C'était le silence de maman. Elle ne m'a pas défendu, n'a même pas murmuré une protestation, elle a juste continué à manger. J'ai reculé lentement, craignant que le grincement du plancher ne me trahisse. Mes doigts ont effleuré la rampe, froide et lisse, comme si elle regardait aussi. Au moment où j'ai atteint la porte, ma poitrine était vide. En rentrant à la maison, mon esprit rejouait la scène comme une bobine cassée. La voix de papa disant tout à Cédric. Cédric riant. Maman restant silencieuse. Quand mon téléphone a vibré ce soir-là, j'ai cru que c'était de la culpabilité. Peut-être maman qui me contactait, réalisant que j'avais entendu. Au lieu de cela, son message a illuminé l'écran comme une allumette. N'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. Pas de ponctuation, pas d'explication, juste la finalité. Pendant une minute entière, j'ai fixé le message. Puis j'ai posé ma tasse de thé, tapé 2 mots, bien reçus. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté le téléphone, je n'ai pas supplié de comprendre. L'horloge a tic-tac, le thé a refroidi, et le silence de mon appartement s'est imposé jusqu'à ce qu'il ressemble à une chose vivante. Si quelqu'un que vous aimez vous a déjà effacé avec une seule phrase, vous savez que la douleur n'explose pas, elle s'infiltre. Elle réécrit chaque souvenir un par un. Cette nuit-là, j'étais assise dans l'obscurité, faisant défiler chaque paiement que j'avais fait pour eux. Facture d'hôpital, carte de crédit, charge des restaurants. Chaque euro était la preuve de combien j'avais essayé d'appartenir. Et en regardant la liste, j'ai réalisé que l'appartenance n'avait jamais été une option. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La ville était silencieuse devant ma fenêtre, une fine brume rampait sur les lampadaires. J'étais assise à ma table de cuisine, téléphone posé face cachée, fixant le vide. Le message continuait de résonner dans ma tête. N'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. On penserait qu'un tel message briserait une personne, mais je n'ai pas craqué. J'ai gelé. Le genre d'immobilité qui précède juste un changement de direction de la tempête. Quand la première lumière de l'aube a inondé mon comptoir, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Email, factures, paiements automatiques, ligne après ligne de rappel que je finançais les mêmes personnes qui venaient de me couper les ponts. Les ordonnances de maman, les dettes commerciales de Cédric, 2 factures de service public des restaurants, les primes d'assurance, toutes réglées pour être renouvelées automatiquement. Chaque ligne me liait à eux comme une chaîne invisible. J'ai fait défiler une fois de plus, puis j'ai cliqué sur annuler sur le premier, puis le suivant, et le suivant. Chaque clic a résonné plus fort que le précédent.
Une rébellion silencieuse, un son que seul je pouvais entendre. J'ai ouvert un autre onglet, vérifier mon solde. Des mois de travail, des nuits tardives, des échéances sans sommeil, tout vidé pour leur crise. J'ai murmuré à la pièce vide, plus maintenant. En milieu de matinée, j'avais coupé toutes les connexions. Plus de paiement, plus de filets de sécurité, plus d'accès. Puis j'ai ouvert le dossier qui était encore sur ma table. La proposition commerciale que j'avais apportée à ce dîner de famille. Celle qu'ils avaient rejetée, dont ils s'étaient moqués, ignorée. J'ai feuilleté chaque page. Analyse des coûts, plan de rénovation, nouveau concept de marque, mon travail, mon temps, mon esprit. Ils avaient appelé ça un gaspillage. Alors j'ai décidé d'en faire quelque chose qui vaille. Cet après-midi-là, j'ai appelé un contact de la conférence sur l'hôtellerie à laquelle j'avais assisté il y a des mois, un chef de projet chez un groupe Restaurant Pacifique. Bonjour, ai-je dit, en gardant un ton léger. Vous vous souvenez de ce concept de durabilité dont j'ai parlé? J'ai une proposition complète prête. Pouvons-nous la voir, a-t-il demandé. Demain, ai-je dit. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. Pour la première fois depuis des mois, l'air de mon appartement semblait pur. Ce soir-là, le nom de Cédric a clignoté sur l'écran de mon téléphone. Puis celui de papa, puis celui de maman. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne m'en souciais plus, mais parce que je me souciais enfin de moi-même. À minuit, j'avais effacé la dernière trace de mes finances. La seule chose qui restait était le silence. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau a commencé. Une sorte de calme que je ne reconnaissais pas. Le calme de quelqu'un qui a enfin cessé de supplier d'être aimé par les mauvaises personnes. Il voulait que ce soit fini entre nous. Bien. J'allais leur montrer à quoi ressemblait vraiment fini. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé d'appels manqués et de messages. 37 appels avant 9 heures du matin pour être exact. Maman, papa, Cédric, des numéros inconnus, des messages vocaux empilés les uns après les autres, leurs voix se chevauchant comme du bruit blanc. La voix de papa s'est brisée à mi-chemin de mon nom avant qu'il ne raccroche. Le message de Cédric était plus court. Espèce de gamine égoïste, arrange ça. Celui de maman est venu en dernier. Son ton était doux, répété. Ma chérie, s'il te plaît, appelle-nous. Ce n'est pas comme toi. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je suis retournée au travail. 3 propositions de design à rendre cette semaine. 2 réunions avec des clients et un email très important du groupe Restaurant Pacifique qui attendait dans ma boîte de réception. Quand je l'ai ouvert, mon cœur a ralenti. Objet, j'ai adoré votre concept. Pouvons-nous nous rencontrer demain pour discuter d'un partenariat? J'ai souri. Il pensait que me couper les ponts me détruirait, mais tout ce que cela a fait, c'est de faire de la place à quelque chose de mieux. À midi, les appels sont devenus désespérés. Papa a envoyé un email avec l'objet « Urge rétablir les paiements immédiatement ». Cédric a envoyé un message « Tu ruines les restaurants ». Puis un autre « Tu nous dois, Clara ». J'ai posé le téléphone face cachée, me suis versé du café et j'ai murmuré « Je ne vous dois rien ». Ce soir-là, j'ai quitté le bureau plus tard que d'habitude. Le garage était à moitié éclairé, un faible bourdonnement de lumière fluorescente résonnant sur le béton. Alors que j'atteignais ma voiture, quelqu'un est sorti de l'ombre. Cédric. Salut, a-t-il dit, la voix vive, les yeux vitreux. Tu nous ignores. Occupé, ai-je répondu. Il s'est rapproché. Remets les paiements. Non. Son visage s'est éclairé. Tu penses que tu peux juste partir? Tu penses que tu es meilleur que nous? J'ai croisé son regard. Non, Cédric. Je pense que j'ai enfin arrêté de faire semblant que nous sommes une famille. Il a serré la mâchoire, la main tremblant comme s'il voulait m'attraper. Avant qu'il ne puisse, des pas ont résonné. Thomas, l'un de mes collègues, est apparu avec 2 autres. Tout va bien, Clara? Cédric les a regardés, puis de nouveau moi. Ce n'est pas fini. Oui, ai-je dit doucement. Ça l'est. Il est parti en tempête, marmonnant quelque chose à propos d'avocats et de trahison.
Mais le tremblement dans sa voix m'a dit qu'il savait déjà qu'il avait perdu le contrôle. 3 jours plus tard, Mathilde est venue à mon bureau. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage étalé, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je suis désolée de venir ici », a-t-elle dit, tenant un dossier contre sa poitrine. « Il ne sait pas que je suis là. » Je lui ai fait signe de s'asseoir. « Cédric ?» Elle a hoché la tête. « Il faut que tu vois ça. » Quand elle a fait glisser le dossier sur le bureau, des papiers se sont répandus, reçus, relevés bancaires, résumés de transactions, fonds des restaurants virés vers des comptes personnels, un achat de Rolex, des voyages à Las Vegas, des vols en première classe pour Miami. Des dizaines de milliers d'euros siphonnés des comptes des restaurants sur 3 ans. J'ai levé les yeux. « Tu as trouvé ça ?» Elle a hoché la tête à nouveau. « J'aide à la comptabilité depuis que nous sommes fiancés. Au début, je pensais que les montants manquants étaient des erreurs, mais c'est lui. Il vole l'entreprise de tes parents depuis des années. » Elle a commencé à pleurer. « Je le quitte. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui vole sa propre famille. » Je me suis penchée en avant. « Mathilde, tu viens de me donner exactement ce dont j'avais besoin. » L'après-midi suivant, mon téléphone a vibré à nouveau. « Papa, réunion de famille demain, 14h. Café du Pont en centre-ville. » Pas de salutations, pas de questions, juste une exigence. Parfait. Le café du Pont sentait l'espresso brûlé et les manteaux trempés par la pluie. Ils étaient déjà là quand je suis arrivée, maman regardant par la fenêtre, papa assis raide, Cédric faisant défiler son téléphone. Quand je me suis approchée de la table, tous les 3 ont levé les yeux à l'unisson parfait, comme des prédateurs repérant leur proie. Papa a parlé le premier. « Ta crise de colère enfantine détruit l'entreprise familiale. » J'ai ri doucement. « Enfantine ? Vous voulez dire couper l'argent que vous utilisiez sans demander ? » Maman a tendu la main vers la mienne. « Ma chérie, nous pouvons arranger ça. Remets juste les paiements. » J'ai retiré ma main. « Non. » Cédric s'est penché en arrière, souriant d'un air suffisant. « Elle est amère. Elle l'a toujours été. » J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti une petite pile de papier. « Drôle. Vous voudrez peut-être lire ça avant de me traiter d'amère. » J'ai posé le dossier de Mathilde sur la table et je l'ai fait glisser vers lui. Reçu, virement bancaire, chaque poste documenté. Le sourire suffisant de Cédric a vacillé. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des preuves, ai-je dit, de la façon dont tu as volé les restaurants pendant 3 ans. » Papa a arraché les papiers. Son visage est devenu pâle puis rouge. « Où as-tu eu ça ? » De quelqu'un qui en a marre de nettoyer après lui. Maman a couvert sa bouche, murmurant « Cédric. » Il a repoussé sa chaise. « Ce sont des faux. Elle les a inventés. » Je me suis penchée en avant, la voix calme. « Je ne les ai pas inventés. Ta fiancée me les a donnés. » Ses yeux se sont écarquillés. « Mathilde. Elle t'a quitté, ai-je coupé. Femme intelligente. » Pour la première fois, papa avait l'air perdu. « Même si c'est vrai, a-t-il dit, la voix tremblante. C'est toujours une affaire de famille, n'est-ce pas ? Et la famille aide la famille à se souvenir, ai-je dit. » Cédric a ricané. « Tu penses que tu es meilleur parce que tu fais de belles maisons pour les riches ? » Non, ai-je dit en me levant. Parce que je construis quelque chose de réel, quelque chose qui dure. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai posé un autre dossier sur la table. La proposition commerciale qu'ils avaient qualifiée de perte de temps. J'ai vendu ça au groupe Restaurant Pacifique hier, ai-je dit. 1 demi-million d'euros. La fourchette de maman a glissé de ses doigts. Cédric m'a regardé comme s'il ne pouvait pas traiter les mots. Le visage de papa s'est vidé complètement de couleur. Ils ont adoré, ai-je continué. Ils ont dit que c'était exactement le design éco-responsable qu'ils voulaient pour leurs 40 restaurants. On dirait que mon diplôme inutile a enfin porté ses fruits. Cédric a frappé la table de sa main. Tu as volé notre idée. Non, ai-je dit, calme comme toujours. Vous l'avez rejeté. Grosse différence. Le silence s'est étiré. Le cliquetis des plats provenant du comptoir a rempli l'air.
J'ai pris une lente gorgée de mon café. Voyons comment votre fils préféré vous sauve maintenant. La voix de papa est venue basse, presque un grognement. Tu vas regretter ça. Peut-être, ai-je dit en ramassant mes affaires. Mais au moins, je le regretterai à mes propres conditions. Alors que je marchais vers la porte, la voix de maman m'a suivie, faible et tremblante. Clara, s'il te plaît. Je me suis juste tournée assez pour croiser son regard. Tu m'as dit de ne pas appeler, de ne pas venir. Tu te souviens? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Légère, constante, nettoyante. Je suis restée un instant sous elle, respirant l'air, laissant le bruit du café s'estomper derrière moi. Pour la première fois de ma vie, je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur. J'étais libre. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison dans le silence. Pas d'appel, pas d'email, pas de message. J'ai éteint les lumières, me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un demi-million d'euros se trouvait sur mon compte, attendant. Pas de l'argent de vengeance, pas de l'argent de culpabilité, juste la preuve que je n'avais pas besoin de leur permission pour avoir de l'importance. Pendant des années, c'est moi qui les avais tirés d'affaire. Maintenant, ils devraient apprendre à survivre sans moi. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une gorgée et j'ai souri. La paix avait un goût. Elle avait le goût de la liberté et du cabernet.